l'éducation semble relever de tout sauf de l'inspiration. Nous avons pris en effet, on va nous en remettre aux suggestions d'instant lorsque nous enseignons, à essayer de construire des habitudes professionnelles, comme le suggérait Philippe Pernoud, c'est-à-dire à revenir par la suite sur l'action qui avait été relativement suivie et à essayer d'instiller dans les actions ultérieures des éléments de rationalité. Pourtant, ce qui peut faire penser à l'inspiration, c'est que le temps de l'éducation n'est pas homogène. Le secret de l'action n'est pas dans l'action. Il y a comme des interférences avec l'action actuelle, sans pour autant que l'on puisse imaginer une transcendance comme celle que l'on met d'habitude dans la notion d'inspiration. On peut se demander, par exemple, ce qui fait qu'on devient enseignant. Beaucoup d'entre nous, il y a des enseignants qui nous ont servi de maîtres, en tout cas d'exemples ou de références. Nous inspirons de ces figures rencontrées, qui nous ont donné envie d'enseigner à notre tour, qui ont imprégné parfois jusqu'au geste, jusqu'au ton de notre voix, notamment dans les moments où nous étions un peu désemparés et nous remettions à ces modèles. Il peut y avoir aussi des inspirations par répulsion, au sens où nous ne voudrions pas, nous n'aurions jamais voulu être certains types d'enseignants que nous avons subis. Par-delà ces identifications plus ou moins conscientes, il y a des ouvertures qui nous sont autorisées par des lectures que nous avons faites, qui ont été écrites par ceux que nous pouvons considérer comme des inspirants. Sans l'avoir jamais connu, et pour cause, nous pouvons visiter l'abbaye de Thélème de Rabelais. Nous pouvons vivre en partie dans l'école des Roches des Deux-Moulins, dans l'école de Freinet-Avance, dans le collège des Gorguettes de Vincent Mittakassi, c'est-à-dire explorer par la pensée d'autres écoles, savoir que d'autres manières de faire sont possibles et s'en inspirer. Alors, ces inspirations sont diffuses parce qu'elles sont enchevêtrées. Voilà pourquoi d'ailleurs le terme d'inspirant est sans doute bienvenu, et le fait d'y réfléchir, qu'il soit proche ou lointain, peut nourrir notre action éducative et présente de l'intérêt. Si le désir d'éduquer ne vient pas de rien, il n'est pas non plus l'empreinte pure et simple de pédagogues admirés. Il est plutôt une sorte de confluence entre une envie éducative et des actes de pensée produits par des prédécesseurs qui deviennent de ce fait des inspirants au présent qu'implique le participe, même s'ils sont disparus depuis longtemps. Avec évidemment ce que cela suppose d'intention et d'outils mis à notre disposition, mais aussi de réinterprétation dans des contextes souvent fort différents de ceux où il est. Sans oublier bien évidemment que les inspirants ont été eux-mêmes inspirés et que, au fond, avec les inspirants, nous prenons place dans une longue chaîne qui œuvre à faire entrer par l'éducation les nouvelles générations dans la culture. Un aspect qui me paraît particulièrement intéressant des inspirants, c'est le rapport qu'ils peuvent nous permettre à l'innovation. L'innovation est aujourd'hui quelque chose qui figure parmi les compétences professionnelles, mais on a souvent tendance à la voir comme une sorte d'abolition du passé. On voit souvent que l'innovation se réfugie dans quelque chose qui fait sans conteste innovation, et qui sont des sortes de ruptures technologiques. Les capsules vidéo, le tableau numérique, etc. Il n'est pas certain pour autant que ces ruptures techniques constituent des innovations en tant que telles. Les innovants, d'ailleurs, sont des ressources, non pas pour inventer quelque chose à quoi personne n'aurait jamais pensé, car si on veut bien regarder les innovations contemporaines, on voit qu'elles sont déjà en germe depuis des siècles et que d'une certaine manière, on en a assez vite fait le tour. Mais cela peut nous aider à faire notre métier en tenant compte de ces conditions réelles, de ces évolutions, de ces buts, qu'ils soient identiques ou changés. Donc, regarder les inspirants, c'est pouvoir contextualiser, décontextualiser, recontextualiser l'action pédagogique. Les élèves du collège d'aujourd'hui n'ont pas grand-chose à voir avec les aristocrates disciples de Platon, ni même avec le petit esclave à qui Socrate fait procéder à la duplication d'un carré. Néanmoins, les problématiques qu'ils ont pu soulever demeurent. Il y a à apprendre de la façon dont Socrate, sans tableau numérique, mène l'enquête et aide ses élèves ou disciples à progresser dans la connaissance. Donc, il me semble que les inspirations
inspirants dépassent leur époque et leur cadre social, mais que leurs pensées et leurs actions s'inscrivent dans ce qu'on peut considérer comme des fondamentaux d'éducation. Il faut bien voir aussi qu'ils ne sont pas eux-mêmes homogènes. S'inspirer au sens de dupliquer ce qu'ils ont fait n'aurait pas de sens, puisqu'ils ont été, comme nous le sommes nous-mêmes aujourd'hui, confrontés à de multiples contradictions. Des figures comme celle de Jean-Jacques Rousseau ont nourri beaucoup de polémiques, au sens où ce qu'il présente comme idéal éducatif est en partie démenti par ses propres actions. Et il y a là, au fond, la fragilité des limites des actions humaines qui font que toute référence à des modèles sacrés, sacralisés, n'aurait aucun sens. En revanche, on peut imaginer que des personnages, y compris comme Rousseau, nous permettent de voir nous-mêmes, de nous voir nous-mêmes, aux prises avec de multiples contradictions, nous permettent de sortir de nous-mêmes pour nous y ramener avec les parts d'héritage et de responsabilité qui sont toujours les nôtres dans l'éducation.